Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons du Mali, de la Guinée et du Burkina Faso. Le ton monte face au gouvernement de transition et c'est bel et bien la situation sur le terrain dans ces trois pays qui ont connu des coups d'État depuis 2021-2022. Et voilà, normalement le temps donné pour mettre fin à cette transition est en train de s'épuiser ou s'épuise inéluctablement. Et face donc à ce temps qui s'écoule, les sociétés civiles, les partis politiques demandent à ce que l'essentiel soit fait pour organiser des élections pour permettre au gouvernement de transition de céder les pouvoirs aux civils, ce qui est automatiquement ou systématiquement reprimé dans ces trois pays. Nous connaissons la situation au Mali avec des arrestations, même chose au Burkina et ça a commencé également au Niger, en Guinée, excusez-moi, avec la fermeture de certains médias, des arrestations. Le Niger, c'est maintenant qu'ils viennent de commencer. On leur accorde encore beaucoup plus de temps pour voir comment la transition va finir. Mais il faut dire de façon générale que le ton est en train de se hausser dans ces trois pays où l'on appelle à la fin des transitions. D'ailleurs, au Mali, on a mis sous éteignoir les partis politiques afin qu'ils ne parlent plus beaucoup parce que ça commence par gêner. Je commence par vous, pasteur. Alors, je crois qu'on aurait mieux fait en ascendant un peu l'espace, parce qu'il y a le Mali, le Burkina, la Guinée. Ils ne connaissent pas, ces pays ne connaissent pas les mêmes fortunes. Hein? Vous pouvez analyser en deux volets. Je ne vous empêche pas, pasteur. C'est vrai que c'est des pays d'État. C'est des pays en transition. C'est trois pays en transition. Vous pouvez les scinder comme vous voulez. Il y a deux qui connaissent le terrorisme, et l'autre qui apparemment est libre. Qui connaît la corruption. qui est libre. Mais aussi qui n'est pas très sécurisé, parce que c'est l'argument qu'ils avancent aussi pour ne pas organiser les élections. En fait, je crois que la Guinée ne souffre absolument de rien. D'insécurité, oui. Selon le Premier ministre. Il n'y a pas trop d'insécurité causée par qui? Il y a même l'insécurité. Il y a des évasions de prison. Des groupes terroristes. L'insécurité économique aussi. Alors, c'est le Mali et le Burkina qui sont confrontés au terrorisme depuis des années. Et avec la cession au pouvoir des officiers, enfin des militaires, on sait quand même qu'il y a une situation, la situation d'une manière ou d'une autre s'améliore par rapport à l'occupation du terrain par les forces de défense et de sécurité. C'est vrai que c'est relatif, mais il faut saluer quand même ce qui se fait sur le terrain. Alors, on ne peut pas faire l'omelette sans casser des œufs. Il faut casser les œufs avant de faire les omelettes. Et naturellement... Est-ce qu'on a besoin de faire des omelettes, forcément? Non, mais je dis, c'est une... Autant faire des œufs, oui. C'est une question. Mais puisqu'on veut manger des omelettes, donc on est obligé de casser les œufs. Donc le Mali et le Guinée, c'est vrai quand même que on sent quand même que la situation au niveau... Mali et le Burkina? Le Mali et le Burkina. Okay. On sent quand même qu'au niveau de la sécurité, il y a quand même une certaine amélioration. Mais vous savez que ces deux pays ont quelque chose de commun. Ce qu'ils ont de commun, c'est qu'ils veulent être souverains. C'est des pays qui veulent être souverains, qui ne veulent plus être dominés par la puissance colonisatrice que vous connaissez, donc qui est la France, donc qui se libèrent de l'emprise française et de la France-Afrique. Donc, ils ne sont pas libres aussi. C'est vrai qu'ils sont aujourd'hui pris sous deux angles. Il y a l'angle des terroristes, mais il y a l'angle aussi des parrains des terroristes. Voilà. Il y a aussi les parrains, ceux qui parrainent... Qu'on ne connaît pas clairement. Ceux qui parrainent les terroristes. Parce que quand on le dit souvent, les terroristes s'approvisionnent comment en armement? Qui les nourrit? C'est la question qu'on se pose. Et je pense que nous tous ici sur ce plateau, nous pouvons nous poser cette question. Qui ravitaille? Qui les approvisionne? Pour que des fois même ils soient plus puissants que les armées régulières. C'est la question qu'on se pose. Et donc directement, on a souvent le regard tourné sur une puissance, parce que cette puissance-là, on sait que ces deux pays qui sont en train de la quitter, ou bien qui sont en train de quitter sa domination, lui doivent beaucoup. Bien lui permettre de s'enrichir. Et donc, du coup, la situation dans ces pays n'est pas seulement celle des acteurs politiques et de la société civile aujourd'hui
qui hausse le ton. On a l'impression que ces acteurs sont téléguidés, sont soutenus par cette puissance-là. On a l'impression. On a l'impression. Malgré tout, quand je ne refuse pas. Pasteur, quand ces gouvernements prenaient le pouvoir, ils avaient pris des engagements. Et ce que la société civile et les oppositions demandent aujourd'hui, c'est qu'ils respectent ces engagements. On est d'accord qu'ils avaient pris des engagements. C'est comme si vous prenez par exemple le Tchad. Le Tchad avait pris un engagement pour 18 mois. Oui. Après, ils ont prolongé de 18 mois. Après, ils ont fait des assises. Oui, bien sûr, ils ont fait 18 mois fois 2. Ça fait ce qui fait... les 36. Et c'est maintenant qu'ils vont aller aux élections. Bon, donc je veux dire que la situation aujourd'hui, le Mali et le Burkina ne sont pas totalement sécurisés pour le moment. Donc, ils sont venus pour sécuriser le pays. Ils doivent demander un peu le prolongement pour finir le travail, sécuriser le pays et aller aux élections. Demander le prolongement ou bien prolonger et puis... prolonger sans avis. Louer le bec à tous ceux qui veulent parler. Non, prolonger quand même, de manière quand même acceptable. Pas exagéré. Pas exagéré, mais de manière acceptable. Sur la procédure, parce que quand nous prenons le cas du Mali, par exemple, ils peuvent aller devant les partis auteurs de la déclaration du 31 mars, oui. qui se retrouvent aujourd'hui parmi tous ces partis qui sont interdits d'activité sur le sol malien. Est-ce que c'est la meilleure procédure pour prolonger, comme vous le dites? En tant qu'un défenseur des droits de l'homme, je ne peux pas accepter qu'on interdise aux partis politiques de faire leurs activités. Je ne peux pas l'accepter. Je suis conscient que je ne peux pas admettre. Si on le fait, par exemple au Togo, je serai le premier à hausser le ton, que ce n'est pas normal. Mais dans ces pays, je ne sais pas à quel niveau de renseignement, les autorités du Mali et du Burkina, je ne connais pas le degré de renseignement qu'ils ont par rapport... Vous connaissez le degré de renseignement des autorités de d'en faire autant. Je ne connais pas le degré de renseignement parce que... Est-ce que là, finalement, il n'y a pas de poids de mesure dans les appréciations? Il s'agit de la sécurité intérieure de l'État. Dans ces pays, donc il n'y a plus de vie politique. On sait comment ces pays souffrent. On sait comment la situation sécuritaire pose de ce problème. Donc, moi, je dis que il va falloir réaménager le calendrier, rapidement permettre aux militaires de pouvoir finir leur travail et d'aller aux élections. Vous prenez par exemple l'Ukraine. L'Ukraine, en principe, le président aujourd'hui, en principe, son mandat est déjà terminé. Oui. Mais on n'a pas encore organisé les élections. Pourquoi? Parce que l'Ukraine est en guerre avec la Russie. C'est pratiquement la même chose comme ces pays qui sont en guerre contre le terrorisme. Mais quant à la Guinée, je ne pense pas ce que... Sauf qu'en Ukraine, quand ça a commencé, Volodymyr Zelensky n'a pas dit nous allons faire la guerre jusqu'à tel moment et puis on va organiser des élections. Parce que c'est ce qu'on reproche à Assimi Goïta et Ibrahim Traoré. Oui, mais c'est que... Parce qu'ils avaient donné leur engagement. Au départ, ils avaient sous-estimé peut-être le travail sur le terrain. Mais ils se sont rendus compte maintenant que c'est colossal et qu'ils doivent finir avant Pourquoi ne pas revenir le dire plus tôt? Je ne suis pas en train de les soutenir, mais je suis en train de faire une analyse. Okay. Mais quant à la Guinée, je crois que Doumbouya, c'est un autre cas. Doumbouya, c'est un autre cas particulièrement parce que lui n'est pas menacé par les terroristes, mais il fait de telle sorte que je sens la violation des droits des citoyens, la violation de la liberté, des libertés citoyennes, et cela, ça inquiète. Mais quant aux deux autres pays, je pense qu'il faut leur accorder un peu de temps pour pouvoir finir avec les terroristes et organiser les élections, c'est-à-dire sur toute l'étendue du territoire. Ils avaient déjà organisé le référendum quelque part. Ils avaient essayé d'organiser le référendum. Avec 32% de participation. Vous voyez un peu. Vous voyez 32% de participation, ce n'est pas exactement ça. Donc, ce qui veut dire qu'il y a encore du boulot à faire. Que les acteurs de la société civile, les acteurs politiques du Mali et du Burkina reviennent à de meilleurs sentiments en tant que des compatriotes. Se joindre aux autres pour sauvegarder les acquis et permettre à la souveraineté de ces deux pays-là de pouvoir s'imposer. Merci beaucoup à vous, pasteur. Alors, Credo Tété, les coups d'État se sont opérés de différentes manières, du moins à différentes époques, même si les écarts ne sont pas trop grands. Dans ces trois pays, le Mali, la Guinée et puis le Burkina Faso, ils avaient donné des délais. Pour le Mali, c'était l'organisation des élections en février 2024, puis le
le passage du pouvoir au civil au plus tard le 26 mars. Ce n'est pas fait. En Guinée, normalement, cela devait être fin de cette année, hein, juillet, qu'est-ce que je dis plutôt décembre 2024, janvier 2025. Mais déjà en début d'année, le nouveau Premier ministre a annoncé que ce ne sera pas possible parce que la situation ne le permettait pas. Au Burkina, même sans de cloche, on devait aller aux élections en juillet. Mais le Premier ministre le dit depuis un bon moment, tant qu'il n'y a pas de sécurité, il n'y aura pas d'élection. Finalement, le temps monte dans ces trois pays pour que les transitions puissent céder le pouvoir aux civils, comme les engagements qu'ils avaient pris face à la CEDEAO, même si on sait que ces pays, deux d'entre eux, je veux parler du Mali et du Burkina, ne sont plus vraiment dans la CEDEAO, du moins s'ils ont décidé de partir, même si le temps que dit la CEDEAO qu'il faut respecter n'est pas encore arrivé à son terme. Oui, non, je dirais sur ce sujet, j'ai pris plaisir à suivre le pasteur Dokomi et puis à noter toutes les difficultés qu'il a pour défendre ses amis du Mali et du Burkina. Bon, nous ne sommes pas à ce niveau, mais moi je prends les trois entités. Les trois entités, le Mali, le Burkina et la Guinée. Donc, ceux qui dirigent ces pays aujourd'hui ne sont pas arrivés au pouvoir par les urnes. Donc, le dénominateur commun, c'est le coup d'État. Mais c'est le cas beaucoup plus du Mali qui est préoccupant parce que on a vu la dernière décision des autorités militaires du Mali d'interdire toute activité des partis politiques. C'est là où nous avons trouvé que c'est assez corsé. Mais si nous considérons également la situation qui est sécuritaire, qui est vraiment alarmante dans ce pays, donc on peut y mettre un peu de bémol, mais en accordant le bénéfice du doute, est-ce que cela va absoudre les autorités militaires pour leur dire vous pouvez végéter à votre poste le temps que la sécurisation du pays soit totale? Je me pose aussi la question, est-ce que on peut arriver à une pleine sécurisation du Mali du jour au lendemain? Sur combien d'années, sur combien de mois? Donc, toujours est-il qu'on ne peut pas, j'estime, aussi bien le travail assez louable que font les autorités militaires, que ce soit au Mali et au Burkina, en termes de lutte contre les terroristes, mais il va falloir également leur rappeler que l'idéal serait que dans un court temps, qu'ils puissent, disons, achever leur mission et donner l'opportunité aux civils de revenir aux affaires. Maintenant, quelle est la contribution des partis politiques que nous assimilons aux civils? Nous le disions il y a quelques jours sur ce plateau. Vous savez, lorsque, dans un premier temps, vous vous unissez pour faire la guerre contre une seule personne et au cours du cheminement, il arrive des pépins entre vous, c'est difficile de vous entendre, c'est difficile de concilier les points de vue. Hier, les politiciens et même les religieux étaient avec les autorités militaires du Mali. Donc, et aujourd'hui, il y a une certaine dissension entre eux. Je donne avec l'image de l'imam Diko, avec toutes les difficultés. Et nous avons vu que les difficultés exprimées par l'imam Diko, qui n'est plus au pays aujourd'hui, sont partagées par des partis politiques. Et ces partis politiques sont obligés aujourd'hui, vu disons, le temps assez long pour aboutir aux élections, pour que le pouvoir revienne aux civils, est assez exprimé. Donc, les partis politiques sont dans leur droit de réclamer des élections. Mais on doit, à tête reposée, voir, est-ce que, si on fait les élections aujourd'hui au Mali, est-ce que tout le territoire pourra être, disons, balayé par les élections? Donc, on dira non. La question, oui. Donc, on dira non, pas parce que si nous revenons un peu sur les dernières élections qui ont eu lieu, les dernières présidentielles que l'ancien président Ibeka a gagné, donc il y avait certaines zones du Mali qui n'avaient pas connu les élections. Donc, ce n'est pas une exception. Donc, c'est une réalité du terrain. Maintenant, c'est vrai, les autorités du Mali ont à leur actif, à leur avantage aujourd'hui, la reprise de Kidal. Donc, nous avons tous salué cela. Mais la grande interrogation, est-ce qu'on va continuer toujours par leur accorder le bénéfice du doute sur combien de périodes, sur quelle période exactement? Est-ce que les activités des partis politiques reprendront un jour lorsque on sent qu'il y a
une dictature militaire qui s'installe dans ces pays. C'est vrai également l'aspect des exploits qu'ils font sur le terrain. Pas plus tard que quelques heures au niveau du Burkina. Donc on a vu les exploits qu'ils ont fait. Nous leur disons félicitations. Mais au moment où ils pensent la sécurisation du pays, ils devront également penser à, disons, à la manière de pouvoir léguer ou bien restituer le pouvoir aux civils pour qu'ils puissent l'exercer. Mais tout compte fait, il faudrait qu'il y ait une communion d'esprit, qu'il y ait une conjugaison de toutes les énergies pour que dans ces pays, un chronogramme soit, disons, clairement établi, soit établi clairement plutôt, afin qu'ils puissent le faire. Le cas de la Guinée, c'est vrai, le pasteur Edokomi a essayé de minimiser cela parce que, même s'il n'a pas eu le courage de le dire, qu'il insinuait, disons, un certain soutien d'une puissance étrangère, je lui laisse le loisir d'avoir ce courage de le dire. Mais le cas de la Guinée, c'est vrai, c'est la corruption, mais ces cas ne sont pas, les cas du Mali et du Burkina ne sont pas similaires au cas de la Guinée. Et aujourd'hui, on ne peut pas nous dire que c'est la dernière tentative d'évasion de la prison civile de Conakry qui crée l'insécurité. On ne peut pas avoir un chronogramme assez clair pour aller aux élections. Maintenant, qu'est-ce qui empêche le colonel président Mamadi Doumbouya de... Il est bombardé général. Hein? Il est bombardé généralement. Autant pour moi. Attention, si tu suis en direct avec... donc ce n'est que la... Tout le respect général. C'est un général, mais il est passé par colonel. Donc, bien sûr. nous le respectons, le général Doumbouya. Donc, je crois que des efforts, on doit les encourager à faire des efforts parce qu'à un certain moment, ils ont fait le coup d'État, ils ont assumé et ils ont dit ce pourquoi ils ont fait le coup d'État. Et si la situation évolue, il va falloir qu'on puisse également évoluer dans les actions. Merci beaucoup à vous, Credo. Alors, Emmanuel Vivien Tomi, que dire de la situation? C'est vrai, en prenant le pouvoir, on connaissait un peu le contexte pour le Mali, pour la Guinée, pour le Burkina Faso. Des militaires ont pris le pouvoir, ils ont avancé des raisons, mais ils ont également pris des engagements pour rassurer les populations qui ne venaient pas pour s'éterniser au pouvoir, ils venaient résoudre des problèmes ponctuels et libérer le pouvoir après. Les délais donnés sont passés et finalement, ils ne sont pas prêts de partir. Beaucoup de constitutions en Afrique n'acceptent pas les coups d'État. Les coups d'État ne sont pas démocratiques. Ouais. Et quand on le dit, bon... Coup d'État militaire ou bien civil ou bien les coups d'État les coups d'État militaires, les coups d'État constitutionnels, institutionnels, tous les coups d'État sont bannis de nos constitutions en réalité. Aujourd'hui peut-être on peut essayer de débattre parce qu'on peut... Mais Toby, le pasteur Dokomi va te dire sur ce plateau que il y a des coups d'État salutaires. Oui, le coup d'État militaire au Mali est salutaire. Parce non, il n'y a pas de coup d'État salutaire. On va laisser Toby développer son idée, les coups d'État sont contre la démocratie. Les coups d'État ne sont pas dans le processus du respect des droits de l'homme, du respect des libertés et du respect de la démocratie. La démocratie exige qu'on accède au pouvoir par les urnes. Et qu'on respecte les règles. Et qu'on respecte les règles, qu'on respecte la Constitution, qu'on respecte les institutions. Maintenant, quand des citoyens africains ont applaudi les coups d'État en Afrique, j'étais de ceux qui avaient averti que, attention, on a connu un coup d'État au Togo, un coup d'État sanglant malheureusement en 1963, et nous en payons le prix jusqu'à présent. Ce coup d'État, la mort du président Sylvanus Olympio, ce coup d'État a eu des répercussions graves sur la vie politique de notre pays. Et donc, en tant que Togolais, analyste, on ne peut pas applaudir les coups d'État. Et voilà là où nous en sommes, comme on le dit chez nous au Togo, on est arrivé quoi. C'est-à-dire que on savait que ces messieurs qui disaient qu'ils sont venus pour balayer la maison n'avaient pas l'intention de partir. Est-ce qu'ils n'avaient pas l'intention de partir ou bien c'est la situation qui s'est compliquée? Le pouvoir est très doux. Le pouvoir, c'est un virus. Vous-même, quand vous accédez au fauteuil présidentiel, vous n'allez pas accepter partir facilement comme ça. Ah bon? Il faut qu'on vous déboule. Il faut me mettre à l'épreuve. Pourtant, les gens viennent ailleurs. Les gens viennent ailleurs. Guillaume, ce que Vivien est en train de dire, c'est très important, même dans nos petites associations. Ah oui, nous voyons comment les gens, il y a tout le privilège qui va avec. Et là même, je crois qu'on a un président de mouvement ici. Non,
qui organise les congrès et qui se voit toujours. C'est l'assemblée de MLK qui décide de le reconduire. Bientôt quelqu'un. On ne peut pas parler de coup d'État constitutionnel. Tu sais qu'en dehors de MLK, j'ai été président de FEMIT que j'ai cédé depuis. Vous êtes le président démocratique, n'est-ce pas? On va laisser bien continuer, s'il vous plaît. Alors, c'est dire que tous ceux qui ont applaudi les coups d'État en Guinée, au Mali, au Burkina et tout récemment aussi au Niger, ont le temps maintenant de se désenchanter. Parce qu'on va se dire, mais écoutez, on avait fait une erreur. Je vous rappelle ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Les coups d'État de décembre, on s'en souvient, les cadeaux de Noël. Mais quand Gueye était venu, il a dit, nous allons balayer la maison et après nous allons partir. Mais il n'avait pas du tout envie de partir. Et malheureusement, il a été balayé, il a été liquidé comme un vulgaire voleur. Et c'est dommage, parce que c'était quand même un officier de haut rang et un officier stratège pour l'armée de la Côte d'Ivoire. Et donc aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir, qui sont des pouvoirs de fait, les juntes au pouvoir, doivent faire attention parce que le peuple balaie vite. Quand vous dites je suis venu pour nettoyer tout et puis après je pars et vous ne voulez plus partir, vous organisez des semblants de dialogue pour qu'on vous applaudisse et qu'on vous remette sur la liste de ceux qui doivent continuer par gouverner le pays. Mais attendez-vous au pire parce que vous êtes venus chasser, pour certains d'entre vous, des présidents démocratiquement élus. Et vous n'êtes pas élus. Vous vous êtes nommé vous-même par la force des armes. Or, ce sont des armes que les citoyens ont cotisé pour acheter pour que vous puissiez assurer leur sécurité. Et donc, aujourd'hui, interdire aux partis politiques d'exercer leurs activités normales, leurs activités ordinaires, au Mali, c'est une violation grave des droits de l'homme, des droits humains. Ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable. Et donc, on tend vers des régimes de dictature. Et je ne donne que 8 mois ou 9 mois pour que les citoyens africains ressentent ce que ces juntes-là ont réellement envie de faire. Ils sont venus peut-être pour sauver une situation, ils sont venus pour donner un autre ton à la lutte contre le terrorisme, mais ils ne sont pas prêts à partir tout de suite. La preuve, ils ont du mal à donner des dates claires pour des élections, des dates précises. Et donc, aujourd'hui, on peut s'interroger, que ce soit au Mali, au Burkina, en Guinée, et puis même au Niger. On peut s'interroger sur la réelle intention des juntes au pouvoir, et la société civile et les partis politiques ont pleinement le droit de s'inquiéter. Et ce qui m'inquiète justement, c'est le silence des Nations Unies, le silence de l'Union africaine, le silence de la CEDEAO, parce que ces pays ont annoncé leur départ de la CEDEAO, mais ils sont toujours dans la CEDEAO. La preuve, si on veut quitter une maison, on ne laisse pas des valises, hein, on part avec tout. Et donc, quand on fait des effets d'annonce, ça peut plaire à beaucoup de citoyens africains, aux jeunes qui vont applaudir. C'est du populisme. Mais la réalité, c'est que ceux qui ont annoncé le départ de la CEDEAO savent qu'ils ne peuvent pas partir de la CEDEAO de cette façon. La CEDEAO, ce n'est pas une association créée pour... de loi 1901, voilà, donc comme je l'association du passeur. La CEDEAO a plus de fondements que ça, et il y a des règles même pour partir. Donc aujourd'hui, aujourd'hui, les juntes au pouvoir au Mali, au Burkina Faso les gens quitter la CEDEAO. En Guinée doivent savoir que le peuple n'est pas bête. Merci. Le peuple n'est pas dupe, comme le disait l'ancien président togolais. Non, juste pour vous dire que les peuples burkinabés, maliens et nigériens ont choisi. On choisit qu'on leur fasse des coups d'État. On choisit de marcher avec ceux qui ont fait les coups d'État. Et je pense qu'ils ont les armes. Il faut le leur concéder. Vous parlez des armes comme si c'est les armes pour aller renverser les régimes dont vous parliez de démocratique, ou comme si les militaires qui, d'une manière d'une autre, dans les autres pays, continuent de faire mal aux citoyens. Donc moi, je pense que la situation aujourd'hui, au niveau des pays de l'AES, des États de l'Alliance de Sahel, qui ont décidé
de vivre leur destin, soient aussi au même moment conscients que les partis politiques et les acteurs de la société civile seraient subventionnés par des puissances pour pouvoir à l'intérieur de nuire à leur gouvernement de transition. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.